quelque chose comme ce matin, comme tous les autres matins depuis près de 15 ans, le Parlement est mort. Cependant, lorsque l'on s'intéresse à vous, Monsieur Cornu-Gentil, on apprend très vite que silencieux, vous ne le restez pas longtemps. Et ça tombe bien parce que des choses intéressantes à dire, c'est pas ce qui manque chez vous. Vous êtes bavard, convivial, au bout d'une heure, on ne sait plus très bien si vous êtes parlementaire ou bien un oncle éloigné, vous savez, celui qui a toujours un truc marrant à raconter. Dans l'interstice de vos bons mots, se dévoile peu à peu une réflexion, une démonstration dont je n'ai pas encore aujourd'hui fini de sonder la profondeur. Mais la barre assez haut, hein, Clément, c'est Alors oui, c'est effectivement plus chouette de l'entendre de votre bouche autour d'un thé à l'amande de la brasserie Bourbon, mais c'est sans doute plus structurant de s'en imprégner via votre ouvrage, Savoir pour pouvoir, sortir de l'impuissance démocratique. Ce livre, c'est l'histoire d'un constat que vous dressez depuis 20 ans, c'est un travail de rédaction de 2 ans, c'est aussi, corrigez-moi si je me trompe, le fruit d'une histoire d'amitié avec Marcel Gaucher qui vous a conseillé d'entreprendre ce travail de longue haleine. Votre ouvrage, mais on va y revenir parce que c'est au final un peu ce qui nous intéresse ce soir, se compose, si l'on peut dire, de 3 parties. D'abord, vous vous attachez à dresser le constat de cette impuissance démocratique que l'on perçoit tous, mais sur laquelle on a souvent, trop souvent, du mal à mettre des mots justes. Puis vous vous efforcez, avec un exercice didactique lumineux, d'expliquer les origines de cette crise. Vous vous détachez alors des considérations simplement institutionnelles que l'on entend souvent, pour dresser un tableau d'ensemble pluridisciplinaire de la transformation du paysage médiatique aux évolutions sociétales dont la France fait l'objet depuis les années 80, comme le rapport au chef, le rapport au collectif, qui sont autant d'éléments déterminants pour penser le déficit démocratique. Et puis au cours d'une 3e partie, si je veux résumer, vous expliquez qu'il ne s'agit pas d'apporter une réponse au problème de la crise démocratique, mais plutôt d'apporter une réponse à la manière que l'on a de poser le problème, c'est-à-dire de pouvoir établir un diagnostic en amont du travail parlementaire afin d'y répondre efficacement. C'est donc une réflexion métapolitique, en ce sens apolitique et apartisane. Au final, vous êtes un peu le Christopher Nolan de l'Assemblée nationale. Dans votre actualité récente, vous signez la partie conclusive du livre Demain la 5e, publié cette semaine aux éditions Perrin, un ouvrage collaboratif initié par la Fondation Charles de Gaulle et placé sous la direction d'Hervé Guémard et d'Arnaud Tessier. C'est un dialogue entre historiens, juristes, économistes, chercheurs, hommes politiques grâce à vous, et visant à interroger la crise démocratique contemporaine en partant des racines de la Ve République. Bref, ce soir, nous avons la chance d'accueillir un homme qui incarne une espèce député, mais sans doute plus largement d'homme politique en voie de disparition, à savoir ceux qui réfléchissent, ceux qui s'interrogent sans arrière-pensée. Merci d'avoir accepté l'invitation conjointe de Contradiction et du Parlement des étudiants. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Bonsoir, Monsieur Cornu-Gentil. Bravo, hein, le topo est magnifique, on va essayer d'être à la hauteur. Donc moi, à mon tour, je voudrais remercier les Contradictions et le Parlement des étudiants de m'avoir fait ce signe ce soir. Remercier chacune et chacun d'entre vous, parce qu'effectivement, la politique, on est saturé, d'aller voir un député inconnu en plus qui écrit des pavés. Voilà, faut y croire pour être là, et merci à toutes et à tous. Clément a pas mal présenté les choses, hein. Je suis parlementaire depuis assez longtemps. J'ai été élu en 93, hein. Vous voyez, j'étais jeune et beau à l'époque. Et j'ai tout de suite perçu qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans la machine. Alors, en général, je dirais, tout le monde le perçoit à peu près, mais après, quand on a une stratégie complètement personnelle, on se dit, bon, ça ne sert à rien, mais si je passe à la télé, je serai peut-être ministre, et voilà. Donc, moi, je n'avais pas envie de passer à la télé spécialement. Donc, j'ai été un peu un journaliste au sein de l'Assemblée nationale. J'ai essayé de regarder tous mes collègues et de comprendre ce qui se passait, c'est ce qui me motive depuis longtemps, et c'est ce qui me passionne. Parce que les choses sont compliquées, mais c'est là qu'il faut réfléchir, qu'il faut essayer de trouver des solutions. Tout le monde parle maintenant de crise démocratique. Vous voyez Le Monde, Le Figaro, le machin, tout le monde en parle, mais tout le monde la découvre en quelque sorte. Et je pense que si on pense que c'est récent, alors on ne va pas trouver les solutions. Moi, mon analyse, c'est que la crise, elle vient de beaucoup plus loin. Et que si on ne prend pas un peu de recul, on ne comprend rien. Qu'est-ce que j'ai perçu assez tôt à l'Assemblée en arrivant? J'ai perçu différentes choses qui se sont aggravées au cours des 30 dernières années. Le premier symptôme qui m'a paru assez effrayant en réalité, c'est un élément, bonsoir, de ce que j'appelle l'impuissance publique. On a, et quelles que soient les majorités, hein, voilà, je suis LR, je ne me cache pas d'être LR, mais si les choses elles étaient mal à cause du Parti Socialiste, des LR ou je sais pas qui, ça serait. J'ai vu des majorités différentes reproduire les mêmes erreurs. C'est ça qui est intéressant. Et donc une des choses
symptomatique de la crise qu'on est en train de vivre, c'est le décalage entre nos textes de loi, ce qu'ils annoncent, et la réalité. Donc on a de plus en plus l'impression que les textes de loi de cette majorité, mais de la majorité précédente, et de celle que j'ai soutenue aussi, on a l'impression que les textes de loi sont devenus des plans com, plus que des vrais textes de loi. Chaque majorité qui arrive dit « nous, on ne va pas faire comme les autres », chaque majorité recommence. Donc comment ça se fait qu'on reproduit systématiquement, depuis 20 ou 25 ans, cette mécanique folle, en réalité, des textes déclamatoires, hein. On donne des exemples, tous les textes de moralisation de la vie politique, vous voyez bien que ça n'a aucune prise sur la réalité. J'ai regardé tout le statut des étrangers, des trucs comme ça. On l'a modifié 16 ou 20 fois depuis 20 ans. Est-ce que ça change quelque chose? En gros, on fait maintenant un texte sur l'immigration tous les 2 ans. Voilà. Donc, on a l'impression que plus la mécanique dysfonctionne, vous voyez, plus on accélère. Au lieu de se demander pourquoi ça ne marche pas. Donc ça a été une réflexion et je l'ai perçue depuis longtemps. Qu'est-ce que j'ai perçu aussi? Un phénomène assez curieux. Avant, et toute l'histoire politique de la France, elle repose depuis la Révolution, sur le clivage gauche-droite. Ça a donné des castagnes, c'était plus pacifié. Et maintenant, on voit bien qu'on a pris du recul à travers gauche-droite. C'est moins clivé qu'avant. En fait, ça aurait dû être une chance pour la démocratie. Avant, on se bagarrait parce qu'il y avait 2 camps qui se faisaient face. Maintenant, chacun a compris que c'était un peu plus compliqué que ça. On devrait être dans une démocratie apaisée. Donc, c'est pas du tout ce qui se passe. Les clivages ont plutôt disparu. Et en réalité, le débat politique, il est encore plus tendu, il devient un peu violent. Il n'y a pas un truc bizarre, là? Donc, il y a quelque chose qui me paraissait bizarre. Et après, beaucoup de commentateurs, de journalistes, ont découvert ce qu'on appelle le dégagisme, hein, la montée d'abstention, puis le fait qu'on vote plus pour des gens, on vote contre d'autres. Ce qu'on appelle le dégagisme en 2017, dont Emmanuel Macron a profité. Tous ces gens-là ont fait mille de le découvrir en 2017. Moi, mon point de vue, c'est que c'est beaucoup plus ancien en réalité. Si vous regardez l'histoire électorale de la France depuis 1978, l'alternance a été systématiquement la règle. Il n'y a qu'une seule exception, c'est Sarkozy qui se fait élire derrière Chirac. Mais si vous regardez un peu l'histoire à l'époque, si vous demandez à vos parents d'en parler, eh ben, Sarkozy était en réalité quasiment le premier opposant à Chirac. Donc c'était bien la rupture avec ce qui avait précédé. Donc depuis 30 ans, les majorités sont virées. Alors les politologues expliquaient que l'alternance systématique, c'était signe que ça allait bien. Je n'en suis pas sûr. C'était signe que les gens cherchaient quelque chose. Vous voyez, donc je pense que le système est déglingué depuis beaucoup plus longtemps qu'on le dit. Donc ça, et donc il faut chercher les causes plus profondes. Donc c'est ça qui m'a obsédé à l'Assemblée depuis le début. Alors je suis un député effectivement un peu particulier, comme l'a dit Clément. Le parlementaire est très fier de déposer des amendements. Moi, j'en dépose quasiment pas. Je pense que voilà, je ne vais pas participer à la com. Voilà, que tout est, donc, j'ai fait beaucoup plus de travail, de contrôle, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Donc, j'ai eu un travail parlementaire très, très différent parce que j'avais le ressenti que je suis en train de vous expliquer. Et ce qui me frappait, c'était plusieurs choses. La première, c'est qu'on est face à des problèmes de plus en plus complexes. La transition énergétique, gérer les flux migratoires, les problèmes de l'école, de la justice, de sécurité. On est face à des problèmes de plus en plus complexes. Et le débat politique est de plus en plus nul. Cherchez l'erreur. Mais j'accuse pas tel ou tel. Quelles que soient les majorités, le débat politique est médiocre. Donc, comment on va arriver à surmonter toutes les difficultés qu'on commence à pointer du doigt avec un débat qui est caricatural? Voilà, il me semble qu'on est dans le mur, sauf si on dit que le débat est excellent. Peut-être notre avis, on peut avoir un débat là-dessus. Moi, je pense que le débat, compte tenu des enjeux, est très médiocre. Et à partir de là, on est dans le mur, on essaye de réfléchir à ce qui se passe. Et puis l'autre chose qui me frappait, c'est que
mes collègues députés ne semblaient pas voir ce que je suis en train d'exprimer devant vous. Ou alors on disait, bah oui, bah, ça va pas très bien, mais ça ira mieux quand ça sera nous. Voilà, donc j'avais l'impression voilà, de voir des difficultés que soit les autres ne voyaient pas, soit elles étaient minimisées et ils reconnaissaient que ça n'allait pas bien, mais on continuait quand même à faire comme avant. Donc ça, voilà, j'ai pas réussi à me résoudre à trouver que c'était normal, et c'est ça qui a amené ma réflexion. Comme l'a dit Clément, vous verrez bien que ce n'est pas une réflexion partisane. J'ai des convictions, je peux vous expliquer pourquoi je suis aussi. Je suis persuadé que faire de la politique, c'est pas parler à ses copains, c'est parler à tout le monde. C'est ce qu'ils ont oublié. Moi, je pense que depuis un parti politique, on ne s'adresse pas uniquement aux LR. Voilà, je suis LR, je suis très content d'être LR, mais j'espère bien que vous n'êtes pas tous LR, et j'espère bien que vous pourrez comprendre ce que je dis. Moi, je n'ai pas un plan de marketing vis-à-vis des LR. Je fais de la politique, je m'adresse à tout le monde. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ma réflexion. Quelle est mon analyse de base? C'est qu'en fait, la crise, elle vient de quoi? Elle vient d'une nouvelle attente politique à laquelle on ne sait pas répondre. Et que la plupart des hommes politiques n'ont pas perçu. C'est quoi là, et qui tient, qu'on peut voir dans la transformation du débat politique qui a eu lieu. Alors, il n'y a pas d'étape phare, ça s'est fait petit à petit, insidieusement. La transformation du débat politique. Finalement, depuis la Révolution, jusqu'aux années, j'en sais rien, 70, il n'y a pas de frontières, mais ça a commencé à se dégrader sans doute dans les années 80, 90. Je ne sais pas, ça c'est aux historiens de regarder précisément la mécanique. Mais voilà, pendant 150 ans, la politique a été organisée autour d'une seule question. Est-ce qu'on est de gauche ou est-ce qu'on est de droite? Est-ce qu'on est conservateur ou est-ce qu'on est progressiste? Il y avait bien sûr d'autres questions qui se posaient, mais on l'a laissé aux techniciens où ça n'a occupé le débat politique qu'un moment. Le débat politique, c'était en gros choisir dans quel sens on va orienter la société. Est-ce qu'on veut l'organiser, la société, dans le sens de la stabilité, ce qu'ont vu nos parents, nos grands-parents, ou est-ce qu'on veut l'organiser dans le sens du progrès? Tout le débat politique, et ça permettait quoi? Eh bien, chaque électeur, électrice pouvait se forger une identité. Voilà, moi je me sens plutôt progressiste, ou je me sens plutôt conservateur. Et pour les gouvernements, à la limite, ils n'avaient pas besoin de rentrer dans des détails très importants sur ce qu'ils faisaient. L'important, c'était que tous les électeurs comprennent la direction dans laquelle ils voulaient aller. D'où un débat qui était beaucoup sur les droits, sur les acquis, dans quel sens on va. Et tout le débat politique tournait autour de ça. Ça permettait aux gens de s'identifier, ça permettait au gouvernement d'être compris. Chacun comprenait. Les gens n'étaient pas techniciens, mais ils voyaient en gros, voilà, on ne savait pas forcément tout ce qu'ils faisaient à Paris, on savait dans quelle direction ils allaient. Et ça suffisait. Voilà. Le débat politique, c'était ça, pendant, à quelques détails près, mais pendant 150 ans, ça a été à peu près ça. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre depuis 25 ou 30 ans? Eh bien, une transformation, une nouvelle demande. Alors c'est dû sans doute à l'explosion de l'information, qui a intéressé tous les publics à plein de sujets. Donc maintenant, l'attente des citoyens, elle ne porte plus. Et donc on demandait aux hommes politiques de dire où ils étaient, ce qu'ils voulaient faire. C'est ça le débat politique. Maintenant, l'attente des citoyens, elle porte sur quelque chose de neuf. Ils veulent que sur un certain nombre de sujets, eh ben, l'État soit efficace. C'est un changement mais gigantesque. Avant, les hommes politiques n'avaient qu'à indiquer une direction. Il y avait la rhétorique de droite, la rhétorique de gauche, les mesures symboliques qui plaisaient aux uns ou aux autres. Alors, quelquefois, pas seulement symboliques, il y avait aussi des vraies mesures. Mais c'était des mesures assez simples, finalement. Oui, c'était des sortes de jalons composés. Maintenant, la demande, les gens ils veulent que l'hôpital fonctionne, ils veulent que la sécurité soit assurée, ils veulent qu'on fasse la transition énergétique. Ce n'est pas du tout le même débat que ça appelle. On est resté avec les outils du débat ancien. Alors, le débat clivé, un peu débile de l'Assemblée, quand il y avait vraiment des enjeux gauche-droite, voilà, de rouler les mécaniques d'un côté et de l'autre, ça avait un sens.
sur les sujets que je suis en train d'évoquer, ça a un sens de faire des guignols? Non. Vous voyez que l'outil n'est pas du tout adapté. Voilà. Donc, il faut bien voir que donc la demande politique, le débat politique a complètement changé. Il n'y a pas de date précise, mais voilà, l'attente politique des citoyens est aujourd'hui pas la même. Ce que je vous dis là, c'est pas du tout perçu par la classe politique. Hein. Je crois que j'enfonce une porte ouverte, sauf que c'est pas. S'ils l'avaient compris, on ferait tout à fait autrement. Et donc, la demande, elle est maintenant beaucoup plus concrète. Ah, qu'est-ce que vous allez faire pour? Qu'est-ce que. Voilà. Non pas qui vous êtes, où est-ce que vous voulez nous emmener. C'est une chose très, très différente. Et cette demande concrète, on ne sait pas y répondre, parce qu'on ne s'est pas organisé pour, et pour deux raisons très lourdes que je vais essayer de vous expliquer. La première raison, c'est que au cours des 30 dernières années, c'est pas seulement la demande politique qui a changé, c'est tout. Alors c'est quoi tout? Eh ben, c'est que voilà, la mondialisation s'est accélérée, les GAFA, les flux migratoires, et Internet a changé tout. Et puis aussi des choses un peu invisibles, le rapport à l'autorité n'est plus le même. Avant, le rapport au collectif n'est plus le même. Donc toutes nos lois, tous nos trucs, elles ont été faites pour des gens qui avaient un autre rapport au collectif. Vous voyez, quand je vous dis que tout a changé, il n'y a pas de date pour ça, mais tout a complètement changé. Et donc, mon analyse, c'est qu'on essaye de résoudre des problèmes nouveaux avec des outils anciens. Ça ne peut pas marcher. Moi qui suis gaulliste, ceux qui connaissent un peu l'histoire des années 30, pour bien faire comprendre ce que je dis, De Gaulle avait compris qu'en matière de guerre, et pas seulement de guerre, mais d'avenir de la démocratie, les chars et les avions, ça allait tout changer. C'était pas seulement un problème de défense, c'était un problème de démocratie. Et donc, alors les militaires, ils avaient bien compris qu'il y avait des chars et des avions. Ils voulaient faire la guerre comme avant, mais avec des chars et des avions. Vous voyez, c'est un peu ça, nos dirigeants d'aujourd'hui. Ils ont bien compris qu'il y a le net. Ils veulent faire comme avant avec le net. Mais non, ça change tout. Vous voyez? Donc on a... et donc, vous voyez le paradoxe, si mon analyse est juste dans lequel on est, et l'impasse dans laquelle on est, nos concitoyens ont des attentes précises d'efficacité de l'État à un moment où l'État devient complètement obsolète. Alors, ça, on peut en discuter, mais ça, c'est le... on ne comprend pas mon raisonnement si on doute de ce point-là. Donc c'est majeur. On demande des solutions rapides à des gens qui n'ont pas les outils pour les résoudre. D'où le rejet de la politique, l'idée que ça ne sert à rien, que ça ne fonctionne pas. Donc, première chose qui empêche les politiques de répondre à la nouvelle demande, cette mutation du monde qui fait qu'ils ont à leur disposition des outils anciens. Cela est compliqué par une autre révolution qui a eu lieu au cours des 30 dernières années, c'est l'explosion médiatique. Avant, un ministre, il n'y avait qu'une chaîne de télévision, 3-4 radios. Avant, un ministre, parce qu'il était ministre, il passait à la télé, à la radio, etc. Avec l'explosion d'Internet, avec l'explosion des chaînes d'infos en continu, etc., le ministre, il est en concurrence avec le gilet jaune qui a fait une bonne blague ou qui a fait un truc intéressant. Il n'y a plus de hiérarchie. Vous voyez, la position institutionnelle du ministre lui donnait accès aux médias. C'est fini. Vous faites le buzz ici à Sciences Po, si vous êtes un peu malin, les ambitieux, là, vous faites des trucs un peu bizarres, les médias viendront. Et vous passerez avant le ministre. Enfin, c'est ça. C'est un changement considérable. Et donc, la nouvelle porte, j'ai une formule pour dire, la nouvelle porte du salut, c'est l'écran. Vous voyez, la hiérarchie sociale, maintenant, elle est plus fixée, elle est fixée par les médias. D'où tout le monde est en compétition pour passer à la télé. Et d'ailleurs, ça explique les projets de loi absurdes. Les projets de loi ne visent plus tellement à résoudre des problèmes, ils visent à permettre du ministre de passer à la télévision. Un projet de loi pour occuper le terrain, pour saturer l'espace médiatique. C'est ce que j'appelle la révolution des marques. Et donc, vous voyez bien,
si vous voulez exploser médiatiquement, eh ben, il faut être dans le clash, il faut être dans le buzz, il faut se comporter comme une marque. Une marque, c'est simple, c'est bête, ça code sur tout ce qu'elle ne connaît pas, c'est paranoïaque en plus, ça ne voit que son point de vue, alors que la politique, c'est vraiment large. Donc vous voyez, toute la dégradation du débat politique, elle vient de là. Donc à la fois, on a des problèmes complètement nouveaux à résoudre, et des outils qui ne vont pas. Ce qui serait normal, c'est d'avoir un débat politique qui permet de poser ces problèmes. Or, à ce moment-là, le débat politique devient encore plus caricatural que quand il y avait gauche et droite. Voilà l'espèce de truc infernal dans lequel on est. J'appelle ça la révolution des marques. Donc, voilà la situation où on est. Alors, quelle est la conséquence? C'est-à-dire, les questions ne peuvent pas être posées. Une originalité de ce que je dis, c'est la conséquence que je vais vous dire sur toute la classe politique, mais ça me paraît bien expliquer l'abstention actuellement. Et donc, conséquence de ce que je dis, il y a trois options, et qui expliquent pourquoi le débat politique est insatisfaisant pour tout le monde. Soit les problèmes sont niés, voilà. Tous les ministres de l'Intérieur vous expliquent que ça s'améliore, que ça ne s'améliore pas. De gauche, de droite et de Macron. On voit bien dans les classements PISA qu'il y a un vrai problème d'éducation nationale qui est en régression. Tous les ministres de l'éducation nationale vous expliquent, voilà, ne veulent pas voir le problème. Vous comprenez bien que ce n'est pas ce gouvernement. Ils ne peuvent pas. C'est très difficile pour un ministre de dire que ça ne fonctionne pas. Donc, le fait que le débat ne peut pas avoir lieu pousse tous les ministres, quels qu'ils soient, bonsoir, à nier le problème. Donc ça, c'est la première option, nier le problème. Quand la pression devient trop forte, c'est-à-dire quand tout le monde commence à gueuler, à dire voilà, il y a vraiment un problème d'insécurité, etc., qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, le ministre ou l'opposition dit on va remettre des moyens. Mais remettre des moyens dans un outil qui ne fonctionne plus, ça ne sert pas à grand-chose. Exemple, pour que vous ayez en tête de quoi je parle, c'est l'hôpital. L'hôpital, pendant des années, on n'a pas beaucoup mis d'argent. Avec la crise, tout d'un coup, on met plein d'argent. Je pense qu'il aurait peut-être fallu faire quelques réformes avant de mettre de l'argent. Vous mettez de l'argent dans un truc qui ne fonctionne pas bien, ça ne fonctionnera pas mieux. C'est comme si vous arrosiez le sable. Pareil avec la sécurité. Les ministres ont nié l'insécurité. Alors là, on s'aperçoit que ça va mal, donc on recrute en masse des policiers. Sauf qu'ils n'ont pas la vocation, qu'ils ne sont pas formés, qu'ils ne sont pas forcément adaptés au type de nouvelles délinquances. Voilà. On remet. Donc vous voyez, soit on nie le problème, soit tout d'un coup, parce qu'on a la trouille, on met de l'argent et des effectifs. Regardez la vie politique depuis 20 ans, hein, c'est ça. Alors, cette espèce de déni de réalité a provoqué la troisième réaction, ceux qui proposent des solutions magiques. Donc, nier le problème, remettre de l'argent qui ne sert à rien, ou solution magique. Solution magique, c'est quoi? C'est ceux qui mettent en valeur un problème. Eux, ils ne nient pas les problèmes, c'est plutôt les partis non gouvernementaux qui font ça. Eux, ils mettent le doigt sur un problème, mais ils pensent que le simple fait de nommer le problème, c'est la solution. Ils confondent le constat avec la solution. Bon, Zemmour sur l'immigration, oui, il y a sans doute un problème, sans doute des choses à faire en la matière, mais il ne suffit pas de dire qu'il y a un problème. Voilà, Zemmour, il croit que... Hulot, sur la transition énergétique. La transition énergétique, ce n'est pas la solution, c'est le problème qu'on a réglé. Vous voyez, Mélenchon a raison sur les dysfonctionnements du capitalisme, mais voilà, la solution elle est magique. Vous voyez, donc vous avez, soit on nie les problèmes, et vous voyez bien que je fais une chose assez différente, parce que vous avez dans tous les journaux, etc., les gens opposent les partis de gouvernement et les partis populistes, appelez-les comme vous voulez. Moi, je pense qu'ils ont, bien sûr, les différences ne m'échappent pas, je ne suis pas aveugle, mais par-delà leurs différences, ils ont en commun de ne plus voir la réalité ni les uns ni les autres. C'est pour ça que le débat politique est devenu inintéressant. Si vous prenez ma grille de lecture, tout ce qu'on a sous les yeux, on commence à le voir un peu différemment. C'est quoi ce qu'on a sur les yeux? C'est des Français qui s'en désintéressent,
parce que je pense qu'il ne formule pas ce que je suis en train de vous formuler, mais il voit bien que ça ne tient pas la route, ce qu'il dit. Moi, je prends la démocratie, donc je pense que les gens perçoivent très bien ce que je dis. Donc, le désintérêt, il ne vient pas du fait que les hommes politiques sont trop éloignés, etc. Il vient du fait que les Français ont des attentes qui ne sont pas satisfaites en réalité. Que les Français voient bien que les propositions des gens soi-disant sérieux ou des gens soi-disant qui vont réveiller tout le monde, elles sont absurdes aussi bien les unes que les autres. Donc le désintérêt de la politique, je pense que c'est un sujet de fond, c'est une attente non satisfaite. Après, comment réagissent les politiques? Au lieu de se poser les questions que je suis en train d'émettre devant vous, ils sont dans une surenchère permanente. On sort des textes de loi, on sature l'espace médiatique, on annonce un truc tous les matins. Et donc, vous voyez, l'espèce, comme ils voient bien qu'ils n'ont prise sur rien, on essaye de réveiller les lecteurs en faisant le buzz, en faisant le clash, en faisant le machin. Et en fait, plus ils font ça, plus ils alimentent la machine à rejeter, en fait. Donc, ils n'ont plus prise. Une autre façon de réagir, c'est de croire qu'on va ressusciter le passé. Tous les appels à rassembler la gauche ou à rassembler la droite. Oui, je pense que, vous voyez, en termes d'identité, ça perdure, droite et gauche, à cause de son histoire familiale, à cause de son tempérament. On est plutôt conservateur ou plutôt progressiste, ça perdure. Je pense que ça fait encore une identité, mais aujourd'hui, avant d'être de gauche ou de droite, ça déclenchait automatiquement le vote. Même si vous n'étiez pas très content, voilà, vous étiez de gauche, vous aviez des copains de gauche au pouvoir, vous n'étiez pas très content d'eux, mais vous disiez, bon, ils feront mieux la prochaine fois, et vous restiez fidèle, parce que c'était votre identité. L'identité déclenchait le vote. Ce qui a changé, c'est que les gens gardent une identité plutôt de gauche, plutôt de droite, et ça leur suffit plus de savoir que c'est les copains. Ils ont envie de savoir ce que les copains vont faire, ils ont besoin de réponses politiques concrètes. Voilà. Donc, je pense que là, le rejet de la politique vient du fait qu'on ne répond à rien et l'attitude de la classe politique qui n'est pas satisfaisante, c'est effectivement soit la surenchère démagogique en permanence, soit l'espèce de retour en arrière, mais qui ne correspond pas du tout à la fin. Donc voilà l'analyse que je fais, et donc je vais vous montrer, après, si cette analyse est juste, les conclusions que j'en tire et ce que je pense qu'il faut changer. Donc c'est ma seconde partie. C'est que si ça est juste, si ce que je vous dis est juste, il faut s'organiser. Voilà, on a un nouvel problème, pareil, on a un nouveau problème démocratique. Il faut adapter nos outils démocratiques aux nouveaux problèmes. C'est ça que c'est pas une idée pour faire plaisir. Si cette analyse est juste, ça suppose de s'organiser autrement. Et donc, le nouveau problème, c'est une demande d'action publique efficace à un moment où l'État est justement en crise. Et la solution, c'est un débat politique qui permet d'indiquer comment on veut fabriquer des solutions, et un débat politique qui, à cause de la pression de la révolution des marques, n'est pas bon. Voilà. Comment ces deux difficultés, on les surmonte pour proposer des vraies options politiques à nouveau aux gens. Donc ça implique de créer un temps politique nouveau, et la classe politique et les politologues, les constitutionnalistes restent, à mon avis, prisonniers de schémas anciens que vous devez apprendre à Sciences Po. Donc il y a en gros la réaction plutôt de la droite et de Macron, première version, avant les Gilets jaunes. C'est, oui, c'est pas efficace, mais c'est parce que le chef n'a pas les moyens d'être le chef. Donc on va accélérer la procédure législative, on va renforcer, voilà, le jupitérien. Voilà. Donc, et vous comprenez que si tous les outils ne sont pas adaptés, si ce que je dis est vrai, si tous les outils ne sont pas adaptés derrière, d'accélérer les décisions, ça n'a aucune conséquence intéressante. Donc vous avez une réaction plutôt de droite, qui est de dire, oui, ça ne va pas, mais il faut donner les moyens au chef de bousculer la machine. Si la description de la réalité est telle que je l'ai faite, c'est pas adapté. Alors à gauche, eux, ils disent, ouais, mais ça va pas parce que les gens ne croient plus en chef, il faut que ce soit le peuple qui décide. Alors après, ou que ce soit plus collectif, plus horizontal et moins vertical. Hein, il rabâche ça sur tous les tons. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire soit la proportionnelle dans sa version soft,
soit tirage au sort du jury citoyen, de l'expérience de démocratie participative et autres. Et là, vous voyez bien que j'ai toute confiance dans le chef et toute confiance dans le peuple. Vous voyez bien que le sujet, c'est qu'il y a un travail à faire. Le chef, il ne va pas sortir tout d'un coup la bonne décision s'il n'y a pas un travail préalable qui a été fait. Le peuple, ce n'est pas parce qu'il est bien consulté qu'il va trouver les bonnes solutions tout de suite. Donc, eux ne voient pas que réduisent le débat politique à ce qu'il a été depuis la Révolution, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt, oui, pour un pouvoir centralisé, vraiment recentralisé, ou un pouvoir collectif. Je ne dis pas que ça ne se pose pas, mais ça ne résout pas la question qu'on a soulevée. Voilà. Et donc, toutes les hypothèses, on pourra parler de démocratie participative, des choses. Le grand thème maintenant dans le monde du juriste, c'est d'articuler démocratie représentative et participative. C'est des mots, ça, on pourra en parler. Donc la question est de créer un temps nouveau, c'est ça que je défends, et qui est un temps de diagnostic. Alors pourquoi les gens ne le voient pas? Parce que tous les gens pensent que le diagnostic est fait. Quand Hulot nous dit qu'il faut faire la transition énergétique, il pense que c'est la solution. Quand, vous voyez, il pense que le constat est la solution. Il pense qu'un diagnostic, ce n'est pas un constat. Il y a un travail à faire. Quand Zemmour nous dit dehors les immigrés, il croit que c'est un diagnostic. Bon, c'est une solution magique, ça ne veut rien dire. Donc, c'est quoi le diagnostic? Il faut distinguer le diagnostic du contrôle et de l'évaluation qui sont des tâches du Parlement. Ceux qui regarderont mon bouquin verront que je m'appuie pas mal sur un travail que j'ai fait en Seine-Saint-Denis. J'ai regardé le fonctionnement de l'État en Seine-Saint-Denis sur 3 domaines, la police, la justice et l'éducation nationale. Donc, et sur la sécurité, on revient à la problématique que j'indiquais tout à l'heure, des outils inadaptés. Vous voyez bien que la gauche renforce les effectifs dans les commissariats, la droite met des CRS sur le terrain. Point commun entre les policiers dans le commissariat et les CRS, vu les nouveaux types de délinquance, les réseaux mafieux, les incidents, les deux outils sont totalement inadaptés. Vous pouvez mettre 10 fois plus de CRS, vous pouvez mettre 10 fois plus de policiers dans les commissariats, c'est pas du tout adapté aux problèmes qu'on a traités. C'est pas adapté. Maintenant, on veut traiter à juste titre les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes. Le commissariat traditionnel n'est pas adapté. Vous voyez, aussi bien sur la délinquance mafieuse que sur les nouveaux objectifs qu'on se donne, on n'a pas les bons outils. Donc, le contrôle, c'est quoi? Le contrôle, il ne part pas du problème, il part de l'outil. Donc, le contrôle, en Seine-Saint-Denis, il vous dira, oui, il y a le bon nombre de policiers. Ils ne s'interrogeront pas sur ce que font les policiers. Il dira, oui, il y a le bon nombre de policiers nécessaires. L'évaluation, elle vous dira, oui, ces policiers, ils ont fait tant d'affaires. Voilà, on vérifiera l'activité des policiers. Le diagnostic que je préconise, c'est une opération très différente et que vous avez compris, c'est on ne part pas de l'outil, on part du problème. On regarde les nouvelles insécurités. Quels sont les nouveaux types de délinquance? Vous voyez, en Seine-Saint-Denis, le député communiste Stéphane Peu m'a montré une rue entière. C'est que des blanchisseries, comme on dit. L'argent de la banque est recyclé. Un peu plus de CRS ou de trucs dans le commissariat, ça ne sert à rien. Hein. Comment on fait? Y compris si on veut assécher les circuits de drogue, ça pose le problème des politiques sociales. On ne va pas laisser les gens mourir de faim. On fait quoi? Vous voyez? Donc, le diagnostic, c'est voir la nature des problèmes et faire apparaître à quel point nos outils sont inadaptés pour le traiter. C'est ça. Et c'est pour ça que le diagnostic, vous voyez, c'est pas un truc technique. Le diagnostic, il n'amène pas une solution unique. Il ouvre un débat. Une fois que vous avez vu le problème et à quel point c'est inadapté, nos réponses, il y a plusieurs réponses possibles, selon que vous privilégiez l'aspect social, environnemental ou n'importe quoi. Vous voyez, à un problème quelconque, il n'y a pas une réponse unique, technique. Donc le diagnostic, il ne vise pas à faire une sorte de consensus.
il vise au moins à ce que tout le monde comprenne de quoi on parle. Après, moi, je suis pour qu'il y ait des clivages politiques. Vous voyez ? Et le diagnostic, il permet simplement que le débat politique débile que je vous ai décrit tout à l'heure, eh bien, il retrouve un sens. Ils sont tous, les partis politiques aujourd'hui, dans la posture. Quand vous commencerez à voir quels sont véritablement les problèmes et à quel point on est inadapté, là, le débat commencera à devenir un peu intéressant. Voilà. Donc le diagnostic, ce n'est pas le contrôle, ce n'est pas l'évaluation, c'est partir des problèmes et voir à quel point on est à côté de la plaque. Quels sont les effets du diagnostic ? Eh ben, le premier effet, c'est qu'il rend la politique intéressante. Vous voyez bien que les uns et les autres, ils annonnent leur catéchisme de mesure depuis 25 ans, sans que plus personne y croit. Alors en fonction de leur talent, on suit un peu ou pas, mais ça ne prend pas. Je pense que le simple fait de dire les choses, de crever l'abcès, ben, ça intéressera tout le monde. Vous voyez, sur l'insécurité, savoir qu'on recrute 500 policiers, bon, ça ferait peut-être plaisir aux syndicats de police. Je ne suis pas sûr que les habitants sont très concernés. En revanche, si on commence à réfléchir à comment on coince effectivement toutes les machines à recycler, comment on engage une politique sociale un peu différente, parce que vous voyez que ces familles qui vivent à côté, voilà, c'est pas la carte. Qu'est-ce qu'on imagine comme nouvelle politique sociale pour accompagner les gens en difficulté? Donc, si vous posez ces problèmes, ça va intéresser tout le monde. Hein. C'est des problèmes collectifs. Si vous commencez à poser, y compris sur la drogue, pas simplement la répression, mais le sujet de santé publique qui n'est pas posé. Il y a plein de sujets qui ne sont pas posés. On répète des slogans les uns et les autres. Hein. Les uns sont répressifs, les autres sont préventifs. On est aussi mauvais dans la répression que dans la prévention, quand vous regardez toutes ces politiques publiques. Donc je suis persuadé que le diagnostic, la preuve de ce que je dis, par mon rapport Seine-Saint-Denis, je ne suis pas du tout un député médiatique, mais le diagnostic, quand il est fait, oui, il n'y a pas besoin d'agence de com, c'est un pavé dans la mare. Ce que vous dites est très fort. Si vous montrez à quel point on est à côté de la plaque, donc pour le rapport sur la Seine-Saint-Denis, j'ai fait à la fois la une du Monde et du Figaro, sans copains journalistes, etc. Ah, le diagnostic, ça rend le débat tout de suite intéressant. J'ai réussi à travailler aussi bien avec des députés insoumis. Vous voyez, le diagnostic, on refait du collectif. Eux, ils font tous du marketing, comment plaire à mon camp. Voilà, moi, j'ai pas renoncé à mon camp, mais sur tout ça, j'ai réussi à dialoguer avec des gens qui n'avaient pas complètement les mêmes opinions que moi. Mais c'est ça la politique, c'est pas rester dans une secte. Hein. Voilà, donc le diagnostic, ça réveille tout le monde, ça rend le débat intéressant, et on va s'appuyer, ça a un écho, oui, l'ambivalence des médias, c'est-à-dire les médias ont à la fois fabriqué le débat un peu débile qu'on voit, et en même temps, y compris chez Hanouna, il y a une demande de se poser des vraies questions. Donc, faut pas être, le rôle des médias, il n'est pas uniquement négatif. Vous voyez bien dans les pages Idées du Monde ou Opinion, même les pages du Figaro, je trouve, ont beaucoup progressé. C'est dans l'air, il y a des émissions où on réfléchit un peu quand même. Et des réflexions, on voit. Donc, les médias sont ambivalents. D'un côté, ça a tiré tout le monde vers le bas, et en même temps, les médias ont bien capté qu'il y a une attente nouvelle et différente. Et ces rapports de diagnostic que je préconise, je pense qu'ils auront un énorme impact. Vous voyez, c'est pas aller à la décision, ils décideront rien. Ils diront voilà où on en est. Et quand vous décrivez une situation intenable, et je pense que notre situation est intenable, pas seulement sur les problèmes de transition énergétique, mais sur plein de trucs, on est vraiment dans le mur, ah ben ça poussera les médias à interroger le gouvernement, à interroger les partis politiques. Vous voyez à quel point c'est vertueux mon truc. Les partis de gouvernement leur dire maintenant il y a des solutions anciennes, le problème il est un peu plus compliqué. Et puis à ceux qui nous disent il y a qu'un faucon, on les poussera à s'améliorer. Il n'y a pas des bons ou des méchants d'un côté. Aujourd'hui, tout le monde est tiré vers le bas. Ce travail de diagnostic tirera tout le monde vers le haut et fera un débat de meilleure qualité. J'ajoute que il y a besoin du soutien de l'opinion publique pour réformer. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, aucun gouvernement n'a de soutien véritablement de l'opinion publique. D'où tout le monde est très conservateur. Si vous avez montré ce qui ne va pas, vous arrivez à mobiliser les gens pour faire une réforme. Ça, c'est pas fait. Et donc, tous les ministres de l'Intérieur, tous les ministres de l'Éducation nationale n'osent pas dire les vérités et sont en co-gestion avec les syndicats que j'apprécie par ailleurs, mais ce n'est pas à eux de gérer le truc.
vous voyez à quel point l'impuissance publique, elle vient de la faiblesse des gouvernements. C'est là aussi ceux qui critiquent la Ve République, ils ont pas, vous voyez, ils en restent à une lecture juridique. Quand vous lisez, quand vous faites du droit constitutionnel, oui, le président de la République est très puissant. Oui, les ministres sont très puissants. Quand vous regardez la réalité, ils sont sous pression. Ils n'ont aucun pouvoir. Il n'y a que le rapport de force d'opinion qui leur donnera la capacité à faire les réformes qu'on ne fait pas depuis 25 ou 30 ans. C'est ça l'effet du diagnostic. Donc, alors comment on crée ce temps de diagnostic? Puis après, je terminerai, j'espère que je ne suis pas trop long, mais vous voyez, c'est un raisonnement, donc il faut le mener jusqu'à son terme. Je pense que dans un premier temps, c'est ce que j'aimerais obtenir d'un gouvernement, je ne sais pas si j'y arriverai, il faudrait que, sur un sujet quelconque, j'ai parlé d'insécurité, des problèmes de l'école, de la justice, d'immigration, de transition énergétique, sur un gros sujet, le gouvernement, avant de sortir un texte de loi, se taise, ne propose rien et donne un temps au Parlement pour faire ce diagnostic. Parce que le débat, il est infernal, parce qu'une fois que le gouvernement a posé un texte, le débat il est fini, puisque la majorité est pour et l'opposition est contre. Donc, ce qui tue le débat, c'est de démarrer sur un texte gouvernemental. Donc, je propose que que sur un sujet important, on décide justement de ne pas légiférer tout de suite, que le gouvernement ne dise pas ce qu'il veut faire, mais qu'il y ait un premier temps où majorité et opposition puissent faire le travail que j'ai fait en Seine-Saint-Denis, que je vous décris, qu'on peut faire, à mon avis, sur tous les sujets. Voilà. Donc, faire ça, et que ce ne sera... Et donc ça changera le débat politique, et vous voyez bien que le texte gouvernemental, après, il ne sera pas du tout le même si on fait ça. Ça ne sera pas un texte de com, il y aura beaucoup plus de contenu que les textes qu'on a aujourd'hui. Alors, ça, c'est sans doute comme ça qu'il faut démarrer. Quelles sont les contraintes? J'y arrive pas parce que les gouvernements ont du mal à renoncer à faire semblant des chefs, donc ils veulent tous leur texte de loi. J'y arrive mal parce que voilà, il y a un ordre du jour qui se bouscule, on fait plein de textes, et le gouvernement a l'impression de renoncer à une de ses prérogatives s'il légifère un peu moins. Donc il y a l'ordre du jour, la pression de l'ordre du jour, la pression de tenir l'actualité dans les médias qui s'oppose à ça. Et puis, je pense que le travail que je vous décris, ça sera déjà mieux que ce qu'on fait. Mais il y aura aussi quand même un inconvénient, parce que vous n'empêcherez pas que les députés de la majorité, par exemple, ils aient quand même un peu en tête ce que veut faire le gouvernement, et donc leur diagnostic, il sera déjà un peu orienté vers les solutions, il ne sera pas neutre. Vous voyez, le diagnostic, il ne sera pas complet. C'est ça que je crains. Mais je pense que ça serait une première étape, déjà, qui permettrait de progresser par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. D'où la seconde étape. Donc j'aimerais qu'on fasse une première étape faisant des démonstrations que j'essaie de vous indiquer. Tout après, si on arrive à faire la démonstration que ça change un peu quand même le débat politique en France, à terme, j'ai une idée d'une réforme un peu institutionnelle qui serait la suivante, de supprimer le Conseil économique et social qui ne sert à rien. Ça, on peut en parler. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui le défendent parce que j'aime bien connaître ce Conseil économique et social. Bon, donc on le supprime parce qu'on va créer une assemblée en plus. Oui, pourquoi il faut avoir fait le travail que je dis d'abord à l'Assemblée? Parce que l'opinion est tellement hostile aux politiques aujourd'hui que si vous expliquez que vous créez une assemblée, les gens vous disent va te promener ailleurs. Donc il faut faire la démonstration au sein de l'Assemblée telle qu'elle fonctionne, qu'on a besoin d'autre chose. Et c'est une fois qu'on aura fait la démonstration qu'on peut passer à la réforme institutionnelle que je propose. La réforme institutionnelle que je propose, elle consiste à quoi? Elle consiste à supprimer le Conseil économique et social qui ne sert à rien et la remplacer par, j'appelle ça Conseil de la République, ça peut être Assemblée diagnostique, ça peut être Assemblée citoyenne, on l'appelle comme on veut. Hein. En tout cas, une Assemblée dont la vocation unique ne sera pas de faire des textes de loi, hein. Ce sera de faire ce que je vous ai décrit. Montrer quel est le problème et montrer à quel point on est à côté de la plaque. Rien faire d'autre. Voilà. Je pense que ça change la nature du débat politique et vous voyez que c'est vraiment le travail du parlementaire. Ce travail-là ne peut pas être fait par les administrations.
Elles n'ont pas le recul sur leur propre... Vous voyez, les policiers ne vont pas dire eux-mêmes, c'est pas ce qu'il faut. Donc, ça ne peut pas être fait par la Cour des comptes, qui a une approche purement financière. Pour que ça ait du poids, ça ne peut être fait qu'au nom du peuple. Vous voyez, représenter, c'est ça. Représenter, c'est pas, il y a tant de... on a une vision uniquement sociologique ou politique. Représenter, c'est dire ce qui ne va pas. Aujourd'hui, on a bien compris que l'Assemblée, c'est une machine à voter pour ou contre le gouvernement. Autrefois, quand les clivages étaient très forts, ça intéressait tout le monde de savoir si on était pour ou contre le gouvernement. Aujourd'hui, ça n'intéresse plus personne. Donc on ne représente plus rien quand on dit qu'on est pour ou contre le gouvernement. En revanche, les parlementaires qui feront le travail de diagnostic que j'indique, ils vont vous représenter les citoyens, c'est dire ce qui ne va pas. Là, les gens s'intéresseront à ce que diront les parlementaires. Donc l'originalité, vous voyez, je ne change rien à l'Assemblée. Je crée cette nouvelle Assemblée qui n'a pas de lien avec l'exécutif. Parce que si l'exécutif, il faut que ce soit elle-même qui se fixe son ordre du jour. Si elle répond à des commandes du gouvernement, ça casse mon système. Il faut qu'elle soit assez indépendante, cette Assemblée. Cette Assemblée fait ses travaux de diagnostic sur tous les sujets qu'elle veut. Ça change le débat. Et après, quand le gouvernement veut légiférer, il peut légiférer. Et donc, ça aura un effet vertueux. Vous voyez qu'on fait plein de textes de loi pour faire de la com. À la fois les médias et le public, après un diagnostic qui aura été expliqué, seront beaucoup plus exigeants. Et donc on légiférera moins. Parce que voilà, il y aura une exigence de qualité qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc cette assemblée du diagnostic, le travail parlementaire en est modifié parce que le débat public est modifié. Et la troisième chambre, le Sénat, je propose de la transformer, la troisième chambre, le Sénat, en Assemblée des territoires. Pourquoi ? Parce que beaucoup de politiques publiques, maintenant, elles sont vraiment partagées entre l'État et les collectivités. Si vous parlez par exemple des mineurs non accompagnés, qui est un sujet qui défraie la politique régulièrement, c'est géré par les conseils départementaux. Vous voyez bien qu'il y a un enjeu national. Aujourd'hui au Sénat, il n'y a pas de représentants des présidents de département qui gèrent ça. Donc la nouvelle action publique où il y a à la fois l'action de l'État, l'action des collectivités, c'est indispensable qu'il y ait un lieu où ça s'articule, où on discute de ça. Parce que finalement, aujourd'hui, le Sénat, il fait un peu plus lentement ce qu'on fait. Il faut qu'il apporte la compétence des collectivités locales. Donc je rétablis le cumul, non pas pour cumuler et revenir à l'ancien, je rétablis le cumul parce que l'action publique, on a besoin de la redéfinir à tous les niveaux. Voilà donc la nouvelle architecture que je propose, ce Conseil de la République qui fait le diagnostic, l'Assemblée qui du coup légifère mieux, et le Sénat qui apporte l'expérience, l'expertise des collectivités territoriales. Je voudrais juste conclure, j'espère que je n'ai pas été trop long, sur l'idée suivante, c'est que je développe un peu c'est l'occasion de réfléchir sur ce qu'est la démocratie. La démocratie, ce n'est pas uniquement le vote. Le vote n'a de sens que si c'est vraiment des options qui sont proposées derrière. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, les options, ce n'est pas évident à percevoir. Il y a un travail, avoir à choisir entre tel café du commerce ou tel café du commerce, ça n'a pas grand intérêt. Et donc, il y a un travail à faire pour produire des options. Et donc, la démocratie adulte, c'est celle qui fait, comme je l'ai expliqué, dans le débat public, apparaître ces options. Le débat, vous voyez, la superstition qu'on a, c'est que les gens, y compris d'ailleurs les parlementaires et les élus, ne comprennent plus la nature du travail, la nature de notre mission. Ce qu'on doit faire, c'est... On fait aujourd'hui comme si, vous voyez, il y avait des options qui circulaient dans la société, puis allez, on déléguait des gens pour voter. Mais non, dans la société, il n'y a que des intérêts contradictoires. Chacun, tous les intérêts sont méritoires,
Et la politique, dans ma conception, c'est pas arbitrer, c'est pas donner raison comme ils font un peu aujourd'hui. Est-ce que je donne raison à telle catégorie sociale ou à telle autre? La politique, c'est pas du deal. La politique, c'est essayer de dégager des options. Ce travail-là, il n'est pas fait. Voilà. Donc la démocratie adulte, c'est la démocratie où on essaye d'organiser devant les citoyens ce travail. Voilà, c'est ça le concept que je voulais développer. La conclusion, elle est de dire qu'on vit une époque, de mon point de vue, à la fois formidable et angoissante. Angoissante quand on regarde la masse des problèmes qui sont devant nous et qui sont inextricables. Et formidable aussi, parce que je crois que c'est l'occasion de... voilà, si on continue comme ça, on est dans le mur. En revanche, moi je crois en la démocratie, je crois que les gens ont envie de participer. Vous voyez, il y a une erreur sur l'idée de participation. Les gens, ils n'ont pas envie de voter. Oui, je ne sais pas si vous avez vu, il y a l'interview de Dominique Rousseau là, dans le Monde hier ou d'avant-hier. Dominique Rousseau, il voudrait que les gens, les députés, dans leur circonscription, réunissent des assemblées sur tous les textes de loi. Donc les gens se prononcent. Vous savez, les gens, ça les barbe déjà d'aller voter une fois tous les 5 ans. Et si vous les convoquez toutes les semaines pour faire les textes de loi, vous voyez, je veux dire, c'est l'erreur de la démocratie participative. Sur le papier, ça fait très bien, en réalité, ça ne fonctionne pas. Parce que vous n'avez déjà pas beaucoup de monde qui vient voter, mais au truc participatif, vous avez encore moins de monde. Expliquez-moi comment c'est la solution, j'ai du mal à comprendre. Donc, le besoin de participation, c'est pas... Les gens veulent pas décider, ils n'ont pas décidé de faire la politique. En revanche, ils veulent comprendre ce que font les hommes politiques. Aujourd'hui, ce qu'on fait est incompréhensible, en réalité. Aujourd'hui, on voit bien que c'est au jour le jour. Donc la démocratie adulte que je propose, c'est faire un travail, non pas pour faire croire aux gens qui vont décider, mais pour que les gens, que les citoyens peuvent comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, je pense qu'on est à un stade où plus personne ne comprend rien. Voilà. Je terminerai sur une note plus optimiste, parce que je crois que ce n'est pas irrémédiable. C'est pas irrémédiable, mais ce n'est pas gagné d'avance. Hein. Il n'y a pas un sens historique. Je pense que soit on est assez grand pour essayer de faire la mutation de nous-mêmes, soit on va vers des tensions très fortes, des retours à des pouvoirs autoritaires, parce que pour le moment, il n'y a plus de pilote dans le bateau. Hein. La démocratie, elle peut triompher, mais à condition de remettre en cause la manière. Voilà, une démocratie sans contenu, ça n'a pas d'intérêt. Aujourd'hui, on voit qu'elle est sans contenu. On vote, mais quel est l'enjeu? Il n'y a pas de vraie option. Hein, donc c'est ça, et c'est passionnant. Moi, c'est ça qui fait que je reste à l'Assemblée nationale, parce que je crois que ce n'est pas perdu, et que c'est un combat à mener. Et j'espère que pour des gens qui sont à Sciences Po, ça peut être un combat qui vous intéresse aussi. Pardon d'avoir été beaucoup trop long. Je sais pas combien de temps j'ai mis.